Le cycle HACCP est un acronyme signifiant Hazard Analysis Critical Control Point. La démarche de HACCP est une méthode utilisée dans le domaine de la sécurité des aliments, c'est-à-dire qu'il est utilisé durant la fabrication, le conditionnement, mais aussi dans la restauration. La démarche HACCP peut aussi être appliquée à d'autres domaines tels que l'industrie cosmétique ou pharmaceutique. Cet outil permet de contrôler la qualité des denrées alimentaires ou des produits fabriqués. L'HACCP se concentre sur 3 types de dangers. Premièrement, les dangers biologiques tels que les virus, les bactéries ou les parasites. Deuxièmement, les dangers chimiques, par exemple, les pesticides, les produits résultant du processus de fabrication, les additifs ou encore les résidus de médicaments. Et enfin, les dangers physiques comme le bois, le verre, les métaux ou les cheveux. Avant d'appliquer les 7 principes de la méthode HACCP, il convient de poser les bases en commençant par les 4 étapes initiales. La première étape consiste à composer l'équipe HACCP. Le but est de rassembler le personnel de l'entreprise de différents départements ayant les connaissances et expériences requises et qui sont impliqués dans la maîtrise de la sécurité sanitaire. Par exemple, du personnel de la qualité, de la production, de la recherche et développement, des achats, du marketing, de la maintenance. Toutes ces personnes peuvent être utiles pour la réflexion. La deuxième étape fondamentale est la description du produit. Cela consiste à décrire les composants du produit et ses conditions de stockage. Si nous prenons l'exemple d'un jus de pomme pasteurisé, il faudrait détailler ses composants. C'est-à-dire, nous avons besoin de pommes, auxquelles nous rajoutons de l'eau. Ensuite, nous détaillons aussi ses spécifications. Sans sucre et ayant un apport de 0,3 calories par millilitre. Enfin, nous pouvons aussi rajouter ses méthodes de préservation. Par exemple, un stockage dans un réfrigérateur à une température comprise entre 4 et 8 degrés Celsius. Lors de la description du produit, il faut aussi définir son utilisation, en indiquant par exemple que la boisson peut être bue directement à la bouteille. De même, on peut aussi préciser la catégorie des consommateurs ciblés. Par exemple, la boisson peut ne pas être adaptée à la consommation des nourrissons, ou non recommandée aux patients faisant de l'hypertension. Enfin, nous pouvons rajouter des infos comme la date limite de consommation, la date de durabilité minimale, ou la date de péremption. L'étape suivante consiste à déterminer le procédé de fabrication. L'ensemble du processus de fabrication est découpé en différentes étapes, en commençant par la réception des matières premières, jusqu'au stockage et l'expédition des produits finaux. C'est ce que l'on appelle le diagramme de fabrication. La quatrième étape consiste à vérifier la conformité du diagramme de fabrication. Dans cette phase, il faut confronter le diagramme à la réalité du terrain. Il subsiste souvent des écarts entre la théorie et la pratique du personnel. Cette action peut par exemple permettre la mise en évidence de l'absence de nettoyage du plan de travail entre 2 étapes. Toutes les différences constatées lors de cette phase doivent ensuite être intégrées au diagramme de fabrication pour qu'il soit le plus représentatif possible. Une fois que ces 4 étapes initiales sont mises en place, nous pouvons passer aux 7 principes de la méthode HACCP. Le premier principe de la méthode HACCP est l'analyse des dangers. Le but est d'analyser tous les dangers potentiels associés à chaque étape et d'effectuer une analyse des risques pour définir les moyens permettant de maîtriser les risques identifiés. Pour cela, il faut, dans un premier temps, identifier les dangers associés à tous les stades de la production. Ensuite, estimer la probabilité d'occurrence de ces dangers. Et enfin, identifier les mesures préventives à mettre en place pour garantir la maîtrise des dangers et la sécurité des aliments. La deuxième étape de la méthode HACCP est l'identification des points critiques, également appelés CCP. Qu'est-ce que les CCP? Un point de contrôle critique est défini comme une étape à laquelle un contrôle peut être appliqué. Ce point de contrôle est essentiel pour prévenir, éliminer ou réduire un danger sanitaire à un niveau acceptable.
Les dangers potentiels susceptibles de causer des maladies ou des blessures en l'absence de contrôle doivent être pris en compte lors de la détermination des CCP. La détermination d'un CCP dans le système HACCP peut être facilitée par l'application d'un arbre de décision. L'arbre de décision consiste en une série systématique de 5 questions conçues pour estimer objectivement si un CCP est nécessaire pour maîtriser le danger identifié à une étape donnée. La première question que l'on doit se poser est la suivante. Existe-t-il un danger à cette étape? S'il n'y a pas de danger, c'est que ce n'est pas un CCP. S'il y a un danger identifié, nous pouvons passer à la question suivante. Pour les dangers identifiés, existe-t-il des mesures préventives? S'il n'existe pas de mesures préventives, nous devons nous demander si des mesures préventives sont nécessaires pour la sécurité du produit. Si un danger sanitaire a été identifié et qu'aucune mesure de maîtrise n'existe, le produit ou le traitement doit être modifié à cette étape ou à une autre, de manière à introduire une mesure de maîtrise. Les mesures de maîtrise peuvent inclure par exemple la maîtrise de la température, l'examen visuel ou l'utilisation d'un détecteur de métaux. En revanche, si le danger n'influe pas sur la sécurité du produit, c'est que ce n'est pas un CCP. Si pour les dangers identifiés, il existe des mesures préventives, nous passons donc à la question suivante. Cette étape est-elle spécifiquement conçue pour éliminer la probabilité d'apparition d'un danger ou la ramener à un niveau acceptable? Si oui, nous avons là un CCP. Les exemples suivants décrivent des procédures ou opérations conçues spécifiquement pour maîtriser des dangers identifiés. Ceux-ci peuvent être la stérilisation d'aliments dans une conserverie, la pasteurisation, la chloration de l'eau de refroidissement, l'installation d'un détecteur de métaux sur une ligne de fabrication ou encore une procédure particulière de nettoyage et de désinfection. Il est nécessaire de définir les niveaux acceptables et inacceptables tout en prenant en compte les objectifs des CCP. Si nous répondons non à la question, cette étape élimine-t-elle ou réduit-elle le danger à un niveau acceptable? Nous passons à la question suivante. Le danger peut-il augmenter jusqu'à un niveau inacceptable? Bien, est-ce qu'une contamination peut survenir? En d'autres termes, cette question se réfère à la probabilité et à la sévérité du danger. Pour y répondre, ce jugement implique une analyse des dangers qui doit s'appuyer sur toutes les informations recueillies. Si la contamination ne risque pas de représenter un danger significatif pour la santé humaine ou si elle est très peu probable, ce n'est donc pas un CCP. En revanche, si une étude approfondie suggère que la contamination par le danger identifié peut augmenter à un niveau inacceptable et conduire à un danger sanitaire, nous devons passer à la question suivante de l'outil de décision. Une étape ultérieure peut-elle éliminer le danger ou le réduire à un niveau acceptable? Cette question est conçue pour identifier les dangers qui mettent en péril la sécurité sanitaire du produit, mais qui pourront être maîtrisés par une étape ultérieure du procédé de fabrication. S'il n'y a pas d'étape ou d'opération ultérieure dans le procédé pour maîtriser le danger identifié, cette étape devient alors un CCP. En revanche, s'il existe une ou plusieurs opérations ultérieures qui vont pouvoir éliminer le danger identifié, ou le réduire à un niveau acceptable, ce n'est pas un CCP. Pour illustrer la notion de ce qu'est un CCP, prenons l'exemple d'une préparation de pâtisserie au chocolat. Lors de cette préparation, il peut arriver qu'un morceau de verre se retrouve dans votre gâteau. Ce débris de verre peut être présent soit parce que lors de la préparation des œufs en neige, le récipient utilisé est en verre et présente une petite ébréchure, soit parce que lorsque le fouet tape à un endroit, un choc se produit et des morceaux de verre sont introduits dans la préparation. Évidemment, vous ne vous en rendez pas compte et vous continuez la recette en incorporant le chocolat. Lors de votre analyse de danger, vous savez que cela peut vous arriver car vous travaillez avec des récipients en verre. Donc, ce danger physique qu'est la présence de morceaux de verre dans votre pâtisserie au chocolat est possible. Vous pourriez éliminer ce risque si vous possédiez une machine qui permet de détecter le verre dans votre préparation. Dans ce cas précis, ce risque n'est pas un point critique à maîtriser car vous avez la possibilité de le détecter. Éventuellement, si vous décidez de faire un investissement et de remplacer votre lot de récipients en verre par des récipients en inox, alors vous supprimerez totalement le risque physique de retrouver un morceau de verre dans votre pâtisserie au chocolat. Cependant, n'ayant pas en votre possession d'appareils capables de détecter les morceaux de verre, ou n'ayant pas l'intention de remplacer votre lot de récipients dans l'immédiat, c'est donc bien un point critique à maîtriser.
Il faudra alors faire extrêmement attention avec les récipients en verre lors de la préparation de la pâtisserie au chocolat. Après avoir analysé les CCP, il convient de fixer les seuils critiques. Un seuil critique est un critère permettant de distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Par exemple, nous pouvons fixer des seuils critiques pour la température, la durée ou encore le pH. Une fois les seuils critiques fixés, nous devons passer à la mise en place d'un système de surveillance. Des analyses et des mesures doivent être effectuées, formalisées et enregistrées pour s'assurer que les CCP sont bien contrôlés. Il peut s'agir par exemple du contrôle en continu de la température d'une chambre froide avec une alarme en cas de dépassement des seuils. Lors de l'étape de surveillance, on détecte généralement des écarts, ce qui nous conduit à la prise de mesures correctives. Cette étape consiste à mettre en place les actions correctives nécessaires et immédiates que les opérateurs de machines, les chefs de ligne, etc. peuvent mettre en œuvre. Ces actions correctives doivent être enregistrées. Le système HACCP étant en place, il conviendra d'utiliser, au-delà de la simple surveillance, des méthodes, des procédures et des analyses pour déterminer s'il y a conformité avec le plan. En mettant en place par exemple des procédures de contrôle des équipements, des mesures, des prélèvements ou encore des analyses d'échantillons aléatoires. Il ne faut pas oublier de tenir des registres et d'établir un système documentaire. Le but étant de prouver que les dispositions prévues par le plan HACCP sont bien valides et respectées. Ce système doit rester simple pour être facilement exploitable par ceux qui l'utilisent. Revoyons ensemble les étapes clés pour mener à bien une démarche de HACCP. Dans les étapes initiales, nous avons donc la composition de l'équipe HACCP, la description et l'utilisation du produit, le diagramme de fabrication et la confrontation du diagramme de fabrication sur le terrain. Ensuite, pour ce qui est des 7 principes, nous avons l'analyse des dangers, la détermination des CCP, la mise en place des seuils critiques, la mise en place d'un système de surveillance, la prise de mesures correctives, la prise de mesures de vérification, la tenue des registres et la mise en place d'un système documentaire. Et c'est ainsi que se conclut notre vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour du nouveau contenu.